Bien, merci beaucoup. Je suis très honorée de pouvoir parler ici, dans cette maison, et très heureuse de cette invitation dont je vous remercie. Comme ça vient d'être dit, je vais surtout parler du monde judiciaire, de la justice. Mais je voudrais quand même dire en guise de préambule que les progrès de l'intelligence artificielle mettent le monde des juristes au sens large en ébullition, créent beaucoup de questions et d'inquiétudes, surtout chez nous, surtout en France. Et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que nous vivons dans une culture de la règle générale, de la loi vue comme expression de la volonté générale, et dans l'idée qu'un système juridique cohérent, efficace, c'est un système juridique qui est rationnel et qui s'articule précisément autour de règles générales bien ordonnées, bien hiérarchisées. C'est comme ça que s'est construit notre système juridique, à l'opposé de ces systèmes de common law, le système anglais, le système américain, qui sont des systèmes qui fonctionnent à partir de casuistiques, de précédents particuliers, dont par induction on finit par inférer des règles. Alors ça, c'est très important parce qu'on a le sentiment, quand on voit se développer des outils d'intelligence artificielle très sophistiqués, que finalement, cette règle juridique que nous connaissons, c'est-à-dire cette norme générale un peu abstraite que les juges doivent appliquer dans des cas particuliers, elle est menacée par ces outils d'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple très concret, mais qui est donné dans ce monde des juristes pour dire peut-être que l'IA va venir dissoudre la règle de droit dans sa généralité. Cet exemple concret dont on a tant parlé, c'est les 80 km/h, la limitation de vitesse à 80 km/h, ces règles du code de la route que nous devons apprendre, que nous devons respecter, et qui s'appliquent de manière uniforme, c'est-à-dire que cette limitation de vitesse, qu'il fasse un grand beau ou qu'il pleuve ou qu'il vente, vous devez la respecter. Qu'il y ait beaucoup de monde sur la route ou pas, vous devez la respecter. Et ce que tout le monde dit chez nous, c'est que tout simplement, demain, nous n'aurons plus besoin de cette limitation de vitesse à 80 km/h. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous aurons des véhicules qui seront équipés pour adapter leur vitesse aux circonstances, aux conditions, et qu'on n'aura plus vraiment cette règle générale qui sera là pour garantir notre sécurité, puisque nous aurons des outils suffisamment intelligents, tous connectés, qui arriveront à garantir notre sécurité sans avoir à recourir à une norme générale comme celle-ci. Alors c'est un tout petit exemple très, très pratique, mais du coup les juristes y réfléchissent et se disent « Tiens, mais on va avoir des IA qui vont être capables de nous donner le meilleur moyen pour arriver à un objectif, et on n'aura peut-être plus besoin de passer par la règle générale. » Alors, ce que je vous dis est très lointain, ce sont des considérations qui sont assez futuristes, mais qui quand même commencent à être très fortement débattues chez nous, et on pourra y revenir à la fin de cet exposé, parce qu'on se dit, tiens, mais peut-être aussi qu'à force de travailler avec des outils qui brassent des données, qui brassent des cas particuliers, des millions de cas particuliers, eh bien nous allons peut-être finir par changer de tradition juridique et nous rapprocher très très fortement de ces systèmes de common law qui ont une culture très différente de la nôtre. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt de la réalité d'aujourd'hui, ici, maintenant, et de la manière dont les juristes, et en particulier les juges, s'emparent des outils d'intelligence artificielle. Je partirai par je démarrerai avec cette image qui a été produite par Gartner, cette entreprise qui travaille sur l'innovation. Simplement pour dire que dans le monde de la justice, aujourd'hui, on est à la troisième étape. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de secteurs, des outils prédictifs et de se demander dans quelle mesure nous allons passer à la quatrième étape, c'est-à-dire à des outils qui, à partir de prédictions, formule des recommandations, ce qui ouvre le voie à une véritable automatisation des décisions, puisqu'à partir de là, l'outil est capable encore une fois, indiquer le meilleur moyen d'atteindre un résultat donné, par exemple, le meilleur moyen de lutter contre la délinquance, par exemple, ou de gérer justement l'incarcération d'un détenu
et son éventuelle libération. Alors, c'est quelque chose que je voudrais envisager à plusieurs égards, parce que, évidemment, et c'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que c'est assez répandu, on va faire travailler des algorithmes sur un certain nombre de données relatives à des comportements humains, à la manière dont se comportent les gens en ligne ou d'ailleurs ailleurs, de manière à, je sais pas, leur proposer des publicités qui soient adaptées. Et ça, bien évidemment, ça commence à se faire dans le monde judiciaire, mais ce qui préoccupe beaucoup, et encore plus les juristes chez nous en France, c'est lorsqu'on fait tourner des algorithmes sur des bases de données qui sont composées de décisions judiciaires passées, de manière à pouvoir en tirer un certain nombre de prédictions ou en tout cas d'analyses. Et dans ces deux cas, on aboutit à une interrogation. Est-ce qu'à un moment donné, on va automatiser certaines décisions judiciaires? Alors, on brasse beaucoup ça, c'est un peu dystopique. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette idée du juge robot, mais on en parle. Et pour des petites infractions ou des petits litiges, ça pourrait devenir réalité, peut-être pas chez nous, mais dans certains pays, c'est ce qu'on va voir. Alors, l'analyse de données relative à des comportements humains, elle n'est pas l'apanage de la justice. Et je voulais, avant d'évoquer le monde judiciaire, donner quelques exemples qui sont des exemples actuels. L'administration, et je vais passer très vite là-dessus, mais l'administration fiscale britannique utilise des outils d'analyse de données pour repérer les contribuables qui fraudent le fisc. Et ça va assez loin parce qu'en fait, ce système Connect, il va aller regarder énormément d'éléments. Et il a inclus depuis quelques années une analyse systématique des réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux et places de marché. Donc, ça veut dire qu'on traite les données qui viennent de Airbnb, de eBay, d'Instagram, etc. Alors, attention à vous, si vous déclarez peu de revenus, mais que quand on regarde tout cela, on s'aperçoit que vous menez grand train, que vous réservez des chambres dans des relais châteaux, etc. Parce que là, le fisc risque de vous tomber dessus. Et en l'occurrence, les autorités fiscales britanniques sont extrêmement satisfaites des services rendus par cet algorithme qui permet quand même qui leur a permis de gagner beaucoup d'argent, en fait, ou en tout cas d'éviter beaucoup de fraude. Sachant qu'en France, depuis un petit moment, on est en train de mettre cela en place chez nous. Alors, pour certains types d'infractions fiscales, et bien évidemment en disant attention, ce qu'on va récupérer sur les réseaux sociaux, c'est exclusivement ce qui est public. C'est-à-dire que si vous avez verrouillé votre compte, le fisc n'y accepte pas, mais enfin sinon vous pouvez vous faire repérer. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre bien que ce premier usage des algorithmes, c'est un usage qui permet de détecter les comportements infractionnels, qui permet de détecter les comportements frauduleux. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'être développé, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on va détecter tous ceux qui ne respectent pas la règle. Et c'est vrai aussi pour la police, et je suppose que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet algorithme qui a été très, très, très utilisé aux États-Unis pour gérer le déploiement des forces de police, notamment sur la côte ouest, puisque c'est surtout en Californie, c'était utilisé à Chicago, etc. Cet outil est un outil prédictif qui traite d'infractions, non pas des condamnations, qui traite d'infractions qui ont été déclarées, c'est-à-dire des registres de main courante, qui travaille à partir des registres de main courante et qui va déterminer là où il peut y avoir des infractions violentes, des cambriolages, etc., de manière à mieux gérer la police. Et c'est un logiciel qui a été très critiqué déjà pour sa fiabilité, son efficacité. La police, même la police de San Diego, qui était moteur sur le projet, a été pas totalement satisfaite. Et qui a été très, très critiqué pour être particulièrement biaisé contre les minorités noires, contre les minorités hispaniques, tant et si bien que dans un très, très grand nombre de villes américaines aujourd'hui, on a abandonné voilà, vous avez une idée de comment
comment cet algorithme fonctionne. Il a été très largement abandonné, mais on n'abandonne pas l'idée que l'on peut anticiper des comportements infractionnels. Et ça, c'est majeur parce que je ne pense pas que ce soit une idée qui est abandonnée. C'est-à-dire que PredPol a été mis de côté pour l'instant, très largement. Mais cette idée-là, elle est toujours là. Et je pense qu'elle va poursuivre son chemin dans le monde judiciaire, y compris chez nous. Et on va voir dans quel... voilà, vous voyez, bon, ça, tout ça est promotionnel. Hein, ça, ce sont les documents qui viennent de PredPol. Donc tout ça est très promotionnel. Et manifestement, cela ne s'est pas vérifié, hein, cette possibilité de mieux gérer ce type de délinquance et de faire baisser la délinquance. Pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié en pratique. Alors, je vais maintenant parler du monde judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'on a cette logique aussi dans le monde judiciaire. Et là encore, je vais donner l'exemple des États-Unis qui sont pionniers en la matière. Pourquoi ? Parce que les Américains les tribunaux américains, alors utilisent aujourd'hui de manière massive des algorithmes comme ceux-ci, Compass, PSA, qui sont des algorithmes de prédiction de la récidive. C'est-à-dire que face à un individu qui soit est en détention provisoire, soit en voie de condamnation, soit déjà condamné et en train de purger une peine, eh bien, l'algorithme va globalement dire cet homme est dangereux, ou femme, hein, enfin, cette personne est dangereuse, il ne vaut mieux pas la libérer. Ou cette personne présente un risque de ne jamais se présenter à son procès, ce qui est très problématique, évidemment. Ce sont des méthodes... Alors là, je vous parle d'outils qui sont assez récents, mais ce sont des méthodes statistiques que l'on a commencé à développer dans les années 70 aux États-Unis. Pour une raison simple, c'est qu'il y a eu une hausse de la délinquance très très importante à partir de la fin des années 60, que les prisons étaient totalement débordées, les juges aussi d'ailleurs, et qu'on s'est dit, tiens, mais il faut qu'on arrive à déterminer quelles sont les personnes les plus dangereuses pour la société, de manière à ce que ce soit elles qui restent en prison. Et c'est venu totalement remplacer la logique qui prévalait antérieurement, qui était plutôt une logique de réhabilitation des détenus, qui est une logique traditionnelle que nous avons aussi, en principe, en France, vu l'état de nos prisons, c'est un peu compliqué, mais qui est de dire que la peine doit permettre aussi aux détenus de se réinsérer à un moment donné dans la société. Donc aux États-Unis, on a complètement changé d'approche dans les années 70, et on s'est mis à utiliser de plus en plus des modèles statistiques pour déterminer quelles étaient les personnes les plus dangereuses, tant et si bien qu'on s'est dit, ce serait bien d'abandonner le vieux système de libération sous caution et de le remplacer par ces approches statistiques, enfin ce système où on l'a tous vu dans les séries américaines et même dans l'actualité, celui qui est poursuivi et qui va sortir de prison, c'est celui qui va verser une grosse somme d'argent, qui va être en mesure de verser cette grosse somme d'argent, de manière à attendre son procès à la maison. Et bien évidemment, on n'a pas envie de relâcher des gens qui vont s'évaporer dans la nature, donc on leur demande beaucoup d'argent. Et ceux qui sont les plus pauvres, eh bien, ils ne sont pas en mesure de verser les sommes et attendent en prison leur procès. Et donc on s'est dit, si on calcule le risque que ces personnes-là disparaissent, si on calcule le risque que ces personnes-là, une fois dehors, recommencent, eh bien, ce sera beaucoup plus rationnel et beaucoup plus équitable. Donc il y a beaucoup d'arguments en fait, qui militent en faveur de l'utilisation de ce type de modèle, et avec aujourd'hui le développement de l'apprentissage automatique, on est en mesure de proposer des outils beaucoup plus performants qu'il y a encore 20 ou 30 ans, donc qui revendiquent une certaine valeur scientifique. Alors, je vous donne ici l'exemple de deux d'entre eux, les plus connus, pas forcément les plus répandus. Les outils les plus répandus ne sont pas des outils très élaborés, en fait. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que les Américains travaillent avec ce type d'outils, et donc beaucoup ont déjà leurs habitudes, avec des modèles moins élaborés. Mais Compass et PSA sont deux outils qui sont très répandus. Ici, je vous donne l'exemple de PSA qui est par exemple adopté dans le New Jersey, qui est adopté ailleurs aussi, et qui va émettre un score, hein, qui va formuler une recommandation. Alors, il y a plusieurs types de risques qui sont évalués. Par exemple, le risque que la personne ne se présente pas à son procès, le risque que la personne commette une nouvelle infraction, qu'elle commette un nouvel acte de violence, et on regarde un certain nombre d'éléments du dossier
pour pouvoir se prononcer. Alors, comme tous ces outils-là, les développeurs de PSA disent on n'utilise pas du tout de données ethniques, on n'utilise même pas le lieu géographique, le lieu de domiciliation de la personne, parce que si effectivement la personne habite, je ne sais pas moi, le Bronx, c'est bien, elle serait discriminée, etc. Pourquoi? Parce que ces algorithmes affichent une ambition de neutralité et disent non, 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 nous ne sommes pas, il n'y a pas de biais, nous n'utilisons aucune donnée trop sensible, etc. Et on va voir quand même que les biais sortent peut-être par la porte, mais reviennent par la fenêtre. Et de fait, ce sont aujourd'hui des algorithmes, des outils qui sont très, très critiqués, pour lesquels il y a un très grand débat aux États-Unis. Parce que d'abord, il y a eu des études assez contradictoires, et vous avez, parce que là, on est plus dans votre domaine que dans le mien ici, mais vous avez par exemple quelqu'un comme John Kleinberg, avec quelques collègues qui avaient il y a quelques années conçu un modèle disant voilà, on va beaucoup mieux gérer les prisons avec un outil comme celui-là, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de gens en prison, tout en laissant le niveau de délinquance au même niveau, ou alors, autre alternative, on va vraiment baisser le nombre d'infractions. Donc, ils sont très optimistes sur l'efficacité de ce type d'outil, mais à l'opposé, vous avez eu une étude qui a été faite à propos de Compass, justement, qui a été publiée en 2018. Et alors ça, c'est assez intéressant parce que dans cette étude de Dressel et Farid, ils avaient interrogé un groupe de 400 personnes tirées au sort. Donc 400 personnes tirées au sort n'ayant aucune expertise en matière pénale. Et en fait, le taux de réponse correct de ces personnes était globalement équivalent au taux de réponse correct de l'algorithme Compass. C'est-à-dire que le taux de réponse correct de l'algorithme Compass, c'est 65%, et ces gens-là avaient donné des taux de réponse corrects de 63%, sachant que les seuls éléments qu'on donnait à ces personnes que l'on interrogeait, c'était l'âge du défendeur et le nombre de ses condamnations antérieures. Donc cette étude de Dressel et Farid, c'était un pavé dans la mare. Derrière, et là encore, on est dans des débats entre data scientists qui, moi, m'échappent un peu, mais c'est une étude qui a ensuite été critiquée. Donc il y a eu des contre-études disant que les modalités de l'étude n'étaient pas satisfaisantes. Enfin, bien souvent, ces controverses-là sont toujours un peu sur ce type de problème méthodologique. Enfin, il y a quand même une difficulté en termes de fiabilité et donc d'efficacité. Il y a une difficulté avec leur caractère éventuellement discriminatoire ou biaisé, avec là encore un très gros débat. Vous connaissez tous ces problèmes, toutes ces difficultés qui sont liées au développement des algorithmes. Et il y a eu une étude sur Compass qui était absolument terrible, sur tout ce qui relève des erreurs qui sont commises par Compass, puisqu'on s'est rendu compte que lorsque l'algorithme classe un individu comme dangereux par erreur, et on estime que c'est par erreur lorsqu'il n'a pas récidivé dans les 2 ans, lorsqu'il classe un individu comme très dangereux par erreur, c'est-à-dire que la personne ne récidive pas dans les 2 ans, eh bien, cette personne a 2 fois plus de chances d'être noire que d'être blanche. Et donc, voilà, et inversement, quand vous en avez un qui est classé à tort comme n'étant pas dangereux, eh bien, cette personne a 2 fois plus de chances d'être blanche que d'être noire. Donc là, on a un problème. Et c'est quelque chose qui est... Alors, il y a eu une étude de cette nature. Là encore, ça a été discuté. Il y a encore beaucoup de controverses sur le caractère discriminatoire de cet algorithme, dont certains ont dit de toute façon, il n'était pas particulièrement mal conçu, mais on peut concevoir un algorithme beaucoup mieux conçu qui n'aura pas ce type de résultat. Voilà, donc on s'est dit, bon, il n'utilise aucune donnée sur la race Compass, mais effectivement, comme il utilise des données relatives aux proches de l'intéressé, de son statut socio-économique, on arrive à faire re-rentrer les biais et les discriminations dans la façon dont fonctionne l'algorithme. Alors, le débat aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'équité. Et avec un débat qui, à mon avis, est un débat pour vous, mathématiciens ou data scientists, qui est globalement celui-là et de manière très grossière, parce que là encore, je suis en dehors de mon domaine d'expertise.
Mais globalement, le développeur de Compass a répondu à ces études démontrant le caractère biaisé de l'algorithme en disant « Attendez, nous, on considère, enfin, je veux dire, l'algorithme aboutit à classer comme dangereux le même nombre, globalement, le même pourcentage de blancs et de noirs. » Donc, nous, on considère que l'algorithme est équitable. En revanche, lorsqu'on regarde les erreurs de l'algorithme, là, il ne devient plus du tout équitable. Et donc, la question, c'est comment arriver à faire coexister ces deux conceptions de l'équité qui sont très difficilement conciliables. Donc ça, c'est un débat assez important qui, pour moi, est un peu extérieur à mon domaine, mais qui aujourd'hui agite beaucoup les Américains. Il y a vraiment des très grands débats. Il y a des professeurs de droit qui ont fait des pétitions pour qu'on renonce à ces outils qui sont répandus partout et très suivis par les juges. On a démontré que les juges étaient très influencés par ces outils dans leur prise de décision. Donc le débat est très important et il se double d'un débat sur l'opacité, qui est une opacité technique que vous connaissez, mais qui est aussi une opacité juridique aux États-Unis, puisque ce sont des algorithmes qui sont très protégés. On les considère comme des trade secrets, des secrets d'affaires, et la législation américaine ne permet quasiment pas de lever la protection des algorithmes, ce qui signifie que quelqu'un qui est condamné sur le fondement d'une évaluation faite par Compass n'a absolument pas les moyens d'obtenir des éléments sur la manière dont l'algorithme fonctionne. Ce sont des forteresses juridiques, et les Américains ne sont pas prêts à revenir là-dessus pour des raisons qui sont des raisons économiques. Pourquoi ? Parce qu'on protège férocement les secrets d'affaires aux États-Unis en se disant que les innovateurs, sans cette protection, ne développeront plus rien. Et en Europe, on n'a pas exactement cette même logique. Alors, il y a eu bien évidemment des contestations. Dans cette affaire, un homme avait été condamné à 6 ans de prison, très largement parce que l'algorithme avait considéré qu'il était dangereux. Et il l'avait contesté, c'est allé jusque devant la Cour suprême du Wisconsin, qui a dit « Ah mais non, mais à partir du moment où il y a d'autres éléments qui sont pris en compte, et pas uniquement le score de l'algorithme, ça va. » Et donc, c'est passé, et la Cour suprême fédérale n'a pas accepté de reprendre cette affaire, de revoir cette affaire, qui est quand même une affaire de principe, ce qui est un peu regrettable. Donc, on en est là aux États-Unis pour l'instant, et voilà, les choses ne devraient pas évoluer. Je pense que ces outils vont continuer à être utilisés massivement aux États-Unis. On aura peut-être un peu plus de recul d'ici quelques années, mais je maintiens qu'il y a quand même un débat très très important sur ce sujet. Alors en France, les Français, quand ils ont vu les Américains commencer à développer des modèles statistiques dans les années 70, les Français étaient horrifiés. Et on en a parlé au moment des travaux préparatoires sur la loi informatique et liberté de 1978. C'est-à-dire qu'on a évoqué ce point et on a dit on ne veut surtout pas voir arriver cela chez nous. Et on a mis dès 1978 dans la loi informatique et liberté une disposition disant il est impossible de fonder une décision de justice sur un traitement automatisé de données à caractère personnel, en tout cas un traitement qui permet d'évaluer certains aspects de la personnalité de la personne. Donc ça recouvre très clairement ce risque, cette dangerosité qui est évaluée par ces algorithmes. Il est difficile, c'est une disposition qui n'a quasiment pas été appliquée faute d'occasion. Je ne sais pas si cette disposition proscrit totalement le recours à ce type d'outils, parce qu'il me semble que l'on pourrait imaginer que le score de l'algorithme soit pris en compte parmi d'autres éléments, et que la loi pourrait l'autoriser dans ce cas-là, dès lors qu'il y a d'autres facteurs, d'autres éléments pour fonder la décision. Et aujourd'hui, on a une disposition pour tous les outils de règlement des litiges en ligne qui va dans ce sens-là. Ne peuvent avoir pour seul fondement, mais il peut y avoir quand même une prise en compte de l'algorithme. Donc ça, c'est à discuter. Et c'est d'autant plus à discuter que, de toute façon, le droit français va devoir se mettre en cohérence avec le droit de l'Union européenne, qui ne proscrit pas le recours par le juge à ce genre d'outils. C'est aujourd'hui quelque chose qui
est classé parmi les IA à haut risque qui sont en passe d'être encadrés par le futur règlement qui va être adopté sur l'intelligence artificielle. Mais la seule chose que proscrivent les textes européens, c'est l'automatisation totale de la prise de décision, pas le recours à des outils d'aide à la décision qui influencent le juge. Donc, je pense qu'en France, on va vers un débat là-dessus. Maintenant, je ne crois pas que les Français soient très demandeurs pour des outils tels Compass ou PSA. Donc, je pense que là, pour l'instant, on est un petit peu tranquille, mais il y a quand même un petit souci aujourd'hui dans notre législation, et nous regardons quand même avec beaucoup d'intérêt et d'attention ce qui se passe aux États-Unis. Alors, l'autre aspect de ces algorithmes, de l'utilisation de ces algorithmes dans le monde de la justice, ce sont des algorithmes qui tournent sur les décisions judiciaires passées. Alors ça, c'est très intéressant parce que dès qu'on a commencé à travailler là-dessus, alors on avait voulu développer des systèmes experts par le passé, avec des règles juridiques, ça ne marchait pas très bien. Parce que les règles juridiques ne sont pas si rationnelles qu'on le dit, elles sont souvent contradictoires, il y a toujours une donnée qui vient en contredire une autre, et on n'a pas réussi à bien faire fonctionner des systèmes experts. En revanche, une fois qu'on a pu utiliser des outils de big data, là, c'est devenu plus rigolo. Alors avec des études, alors j'ai mis études académiques, c'est un peu des expérimentations, parce qu'on a dit on va prédire les décisions. Alors on a des résultats incroyables, avec voilà, ça c'était un défi qui avait été lancé par des jeunes gens de Cambridge qui avaient développé un algorithme de prédiction des solutions données dans des dossiers d'assurance simples. Et ils avaient lancé un défi aux 100 plus grosses firmes, aux 100 plus gros cabinets d'avocats de Londres. Donc pendant tout un week-end. Donc vous aviez les 100 top law firms londoniennes contre la machine qui devaient prédire la décision du médiateur sur des cas d'assurance illicite, de contrats d'assurance illicite assez simples. Alors le résultat était sans appel puisque la machine donnait presque 90% de prédictions correctes. Mais attention, c'était très basique. Alors, même résultat très impressionnant avec les décisions de la Cour suprême des États-Unis, où on a eu une étude qui a entrepris, enfin des auteurs qui ont entrepris de prédire les décisions de la Cour suprême. Alors attention, ce n'est pas les décisions, c'est plutôt savoir, c'est très binaire. Hein. Est-ce que la Cour suprême va censurer ou pas ? Quel va être le vote du juge? Est-ce qu'il va être pour la censure ou pas? Hein, donc quand on dit prédire les décisions, on reste sur des choses très simples. Alors, taux de succès très impressionnant, on est à plus de 70% à chaque fois. Même chose pour les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, mais c'est un festival, hein, c'est presque 80% de bonnes réponses. Voilà, et c'est là que patatras, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne veut bien le dire. Ce sont des études qui ont toutes fonctionné avec des critères lexicaux, c'est-à-dire qui font tourner l'algorithme sur des éléments du dossier qui comportent des mots-clés. Ces dossiers sont déjà traités juridiquement, ils comportent déjà un certain nombre de termes juridiques. On est déjà très avancé dans le traitement du dossier. Et donc, de ce fait, grâce à ces éléments lexicaux, la machine arrive assez vite à dire s'il va y avoir une décision de censure ou pas. Donc là, je vous ai mis un extrait de l'étude sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez, par exemple, tout en haut, vous avez le mot Russian. Et bien, vous voyez que ce mot Russian, il augmente assez fortement les chances que la Convention européenne des droits de l'homme ait été violée. Sommes-nous si étonnés? La machine l'a trouvé, que ce mot Russian faisait augmenter le... Bon, après, il y a des choses moins pertinentes, enfin, en tout cas moins évidentes, enfin, je ne sais pas moi, le mot head. Mais on est sur des analyses lexicales. Hein, on parle par mots-clés. Alors, tout en bas, par exemple, si vous verrez que le mot Netherlands conduit à avoir baissé plutôt les chances qu'il y ait une violation de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est intéressant, on pouvait peut-être s'en douter ou pas, mais on n'est pas dans quelque chose qui va quand même très très loin dans l'analyse juridique. Pour nous autres juristes, on est un petit peu restés sur notre fin, on était très impressionnés de voir ces chiffres spectaculaires. Mais en fait, pour nous, ça nous fait pas avancer grand-chose. Hein. C'est pareil, là, on a eu un projet sur les décisions de la Cour de cassation. Est-ce que la Cour de cassation censure ou pas, avec des taux de réponse corrects vertigineux. Mais encore une fois,
un logiciel qui fonctionne sur des critères lexicaux à partir de dossiers qui ont été déjà traités par le greffe de la Cour. Donc déjà traités juridiquement. Tous les mots sont là. Voilà, on peut relativiser hein, l'intérêt de ces... On espère avoir des algorithmes peut-être plus performants ou en tout cas d'une utilisation plus large. Et c'est ce qui va probablement se produire quand même parce qu'on voit aujourd'hui des outils de plus en plus développés, notamment parce qu'on est en train de mettre en ligne toutes les décisions de justice en France depuis 2016. Alors ça a eu un petit peu de mal à se mettre en route, cette politique d'open data, mais ça y est, on est en train de la mettre en place, cette politique d'open data, ce qui signifie qu'on a commencé à mettre en disposition toutes les décisions de justice sur un site qui s'appelle Légifrance. Donc ça va être échelonné jusqu'en 2025. Hein. Jusqu'à présent, on avait accès aux décisions des juridictions supérieures, mais pas toutes les décisions rendues dans le pays. Et d'ici à 2025, on aura accès à tout, c'est-à-dire absolument tout, le Conseil des prud'hommes, le tribunal correctionnel. Et là, ça va commencer à être intéressant, parce qu'on va pouvoir faire tourner des algorithmes dessus qui vont faire ressortir les principaux traits de la jurisprudence, qui vont faire ressortir ce qui se passe selon que l'on est à Brest, à Nancy ou à Lyon. Et ça, on ne l'a pas. Ce sont des outils que l'on n'a pas à l'heure actuelle. Alors, il y a un certain nombre de startups qui développent des produits d'analyse qui sont vraiment voilà, en pointe et qui vous disent, ben voilà, on va pouvoir, par exemple, vous proposer une analyse statistique de la jurisprudence qui nous permet, par exemple, d'évaluer votre taux de succès si vous décidez d'introduire une instance à partir d'un certain nombre de données, par exemple, en fonction de la juridiction devant laquelle vous êtes, en fonction des arguments juridiques que vous mobilisez. Par exemple, on peut aujourd'hui dire, voilà, tel argument juridique, celui-là, il a beaucoup plus de chances de convaincre le juge que l'autre. Et donc, voilà, on va pouvoir évaluer aussi des montants que vous pourriez obtenir en justice. Donc, on est vraiment dans des outils qui sont en train de s'améliorer à grande vitesse et qui vont complètement transformer le travail des avocats et aussi des juges, puisqu'évidemment, les juges vont s'en servir. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, ça va être quand même quelque chose qui va bouleverser là, dans les 10 prochaines années le monde judiciaire, avec une remarque quand même, c'est qu'au moment du vote de la loi de 2019, les magistrats français ont obtenu qu'on ne fasse pas tourner d'algorithmes sur leur nom. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a eu un très grand débat là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, quand on a dit on va diffuser toutes les décisions, certains magistrats ont dit « Attendez, nous, on ne veut pas notre nom. » Vous savez, le magistrat qui est au tribunal correctionnel, qui toute la journée juge des délinquants, n'a pas forcément envie que son nom circule partout parce qu'il a des risques pour sa sécurité. Donc, il y avait des choses qui étaient compréhensibles. Et puis, finalement, on a dit « OK, on va quand même publier, sauf s'il y a vraiment un risque, on va publier le nom des juges qui ont rendu la décision, mais on va empêcher les startups de faire tourner des algorithmes à partir de noms d'identité des magistrats. On ne veut pas de profilage des juges, comme ça se fait aux États-Unis aujourd'hui, puisque les juges rendent des opinions. Et aujourd'hui, si vous allez sur certains outils aux États-Unis, vous tapez le nom d'un juge et vous avez toute une analyse qui sort avec, globalement, les opinions de ce juge, tout ce qu'il a pu dire, tout est synthétisé, etc. Vous avez une sorte de cartographie de ce qu'est ce juge, de ce qu'il croit, de ce qu'il juge habituellement. Et donc, évidemment, vous adaptez votre stratégie judiciaire. Et si vous arrivez procéduralement à échapper à un juge qui ne vous convient pas, eh bien, vous le faites. Enfin, je veux dire, et c'est ça qu'on veut éviter en France, c'est-à-dire d'avoir des plaideurs qui se disent « Ouh là là, on ne veut pas de ce juge-là, parce que, gna gna gna, on a toute une cartographie le concernant qui ne nous est pas favorable. » Et donc, c'était la justification pour dire « On ne veut pas de profilage des juges. » C'est assez précaire, hein, comme il y a des sanctions pénales très lourdes qui sont attachées à cette prohibition. Je ne sais pas en pratique si on va arriver à échapper à ça, parce que en plus, c'est que les données d'identité qui sont visées ici, que les noms. Et on peut faire tourner des algorithmes par ailleurs. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, une start-up avait comparé les décisions de différents tribunaux en France, hein, un à Lyon, un à Aix-en-Provence, un à Paris,
à propos c'est plus les arrêtés de reconduite à la frontière, c'est les obligations de quitter le territoire français. Et donc, c'est vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est très à la mode, puisqu'on ne parle que de ça en ce moment, quand vous avez quelqu'un qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, cette personne peut faire un recours devant le juge administratif. Et donc, il y avait une start-up qui avait réussi à collecter les décisions. Alors, l'échantillon n'était pas suffisant, tout n'était pas complètement correct. Mais en fait, cette start-up avait trouvé que devant une certaine chambre, je crois que c'était Aix-en-Provence, il y avait un taux de rejet des contestations qui était de plus de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, le juge ou les juges, ils voyaient arriver les contestations des obligations de quitter le territoire français, et ils rejetaient systématiquement, alors que le tribunal qui était situé à Paris avait un taux de rejet d'environ 40-45%. Et donc, du coup, conclusion, qui a en l'occurrence été publiquement tenue, c'est il y a des juges qui sont racistes, il y a des juges qui sont xénophobes, qui rejettent systématiquement les recours contre les obligations de quitter le territoire, alors que d'autres regardent les dossiers. Alors, j'exagère, je grossis le trait, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils se sont exprimés, mais en tout cas, il y avait une mise en cause nominative, c'est-à-dire les noms des juges avaient été publiés avec les statistiques, etc. Et c'est vrai que ça avait fait quand même beaucoup bouger, parce que c'est compliqué quand même de mettre en cause. Je pense que c'est important de pouvoir disposer de ces statistiques, c'est majeur. Est-ce qu'il faut, c'était en l'occurrence dans une publication sur Medium, est-ce qu'il faut mettre en cause nominativement des gens qui rendent quand même des décisions au nom du peuple français, au nom de la République? Je pense que peut-être qu'il y a d'autres moyens de mieux gérer l'équité des décisions et les modes de décision judiciaire. Alors, très vite, parce qu'il faut que je conclue, mais aujourd'hui, le ministère de la Justice est en train de développer ses propres algorithmes. En fait, pour aider ses juges, pour aider même les justiciables. Et là, on a un exemple, c'est cet algorithme qui s'appelle DataJust, qui, globalement, a pour objectif de donner aux victimes de dommages corporels, mais aussi aux juges qui statuent, une évaluation de ce qu'ils peuvent obtenir, des montants qu'ils peuvent obtenir, à partir de 3 ans de décisions qui ont été prises par les tribunaux judiciaires et administratifs. Donc voilà, c'est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer dans le monde de la justice en France. Alors on ne va pas aussi loin que les Chinois, parce que les Chinois, eux, ils ont tout automatisé. Ils ont des IA qui leur préparent les dossiers, qui font les recherches documentaires, qui leur proposent des projets de décision. Mais ça reste quand même des juges humains qui rendent les décisions. Et c'est assez intéressant parce qu'ils sont quand même en pointe. Et les juges chinois ont dit, vous savez, quand l'algorithme nous propose un projet de décision, on est obligé de le reprendre manuellement à 50%. C'est-à-dire que l'algorithme, alors l'IA est capable de faire par exemple des actes de procédure, ça pas de problème. Mais la décision elle-même, l'IA ne peut pas l'écrire toute seule. Et donc les juges disent on doit reprendre, il y a souvent des erreurs. Mais c'est assez intéressant. Et les Chinois qui sont quand même un peu particulier, en tout cas pour nos autres juristes français, ont également créé un système de signalement des jugements anormaux. C'est-à-dire que si vous avez une décision qui est un peu inhabituelle par rapport à ce qui se fait en général, eh bien, il y a une sorte de warning qui est envoyé au supérieur du juge, puisqu'on est dans un système où l'indépendance des juges n'est pas exactement le même que chez nous. Et donc le supérieur du juge peut aller voir son subordonné et lui dire « Attendez, ta décision, là, elle n'est pas cohérente. » Et il peut l'obliger à modifier sa décision. Donc, tout ça est assez fascinant et c'est intéressant de voir jusqu'à quel point on peut arriver à produire des actes juridiques et des décisions de justice en utilisant des IA. Alors, chez nous, on n'en est pas là. Je pense que jamais personne n'acceptera qu'une IA écrive une décision. Mais je pense qu'on va vers de plus en plus d'utilisation de ces outils dans le règlement des litiges, avec probablement aussi une très forte incitation à la négociation, parce qu'une fois, maintenant, vous êtes avocat, vous êtes justiciable, vous avez des outils qui vous disent voilà ce que vous pouvez obtenir, voilà combien de temps va durer votre procédure. Eh bien, évidemment, vous pouvez peut-être vous dire avec l'autre partie, bon, ben voilà ce que nous dit la machine, bon, allez, on se met d'accord là-dessus, et puis on arrête les frais. Et donc, on pense que ça devrait, même si on a du mal à le quantifier aujourd'hui, mais on pense que ça devrait complètement modifier la manière dont on envisage le règlement amiable des litiges, parce qu'on le fera avec voilà, le résultat donné par la machine
en ligne de mire. Et puis dernier point, est-ce que ça nous amène du coup à un système qui est davantage un système de précédent, puisque les machines tournent à partir des décisions passées. Et donc c'est un peu un oubli de ce qui pour nous est majeur, c'est-à-dire la règle générale, celle qui est écrite dans le Code civil et qui doit être appliquée à des cas particuliers par un raisonnement déductif. Et là, c'est ce qu'on est, nous, autres juristes, c'est ce que nous sommes en train de nous dire, c'est-à-dire ça y est, on change de culture. On change de culture. Alors il faut probablement s'y adapter. Et voir aussi jusqu'à quel point on change de culture, parce que tout n'est pas noir et blanc, et il y a aussi encore place voilà, pour des règles générales, pour des grands principes dont on a besoin dans une société démocratique. Alors, dernier point très rapide, ce sera ma conclusion. Comme je vous l'ai dit, on n'en est pas à automatiser des décisions de justice. C'est quelque chose que personne n'envisage, les Chinois ne l'envisagent pas non plus. Il y a toujours des juges humains. Les seuls qui l'ont annoncé, ce sont les Estoniens. Ils ont fait ça en 2019 avec force communiqué de presse en disant nous, on va automatiser le règlement des litiges de moins de 7 000 €. Mais on n'en a plus jamais entendu parler de leur projet. J'ai essayé de me renseigner récemment et on ne sait pas du tout où ils en sont. C'est compliqué, c'est très compliqué. Par exemple, nous, on automatise les infractions au code de la route. Vous êtes en excès de vitesse sur l'autoroute, vous êtes flashé, tout est automatisé derrière et vous recevez votre contravention chez vous. Ça, ok. Mais ça ne va pas plus loin. Et ça ne va pas plus loin parce qu'en fait, dès qu'il y a des singularités dans un dossier, l'IA peut pas les traiter. C'est-à-dire que la réalité sociale, elle est multiple. Donc dire il y a des affaires de routine, etc. Et en fait, on peut le dire, mais en matière judiciaire, la variété de ce que l'on peut trouver dans le monde fait qu'il y a quand même très souvent des éléments de singularité que la machine, pour l'instant, ne peut pas embrasser. Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose en matière juridique. Je vous donne ici un exemple tout simple, mais j'aime bien cet exemple. Ici, l'IA ne peut pas nous donner vraiment une réponse, sauf à mobiliser beaucoup de ressources, et vous en savez probablement plus que moi sur le plan technique, mais exemple tout bête de cette loi de 85 qui aujourd'hui régit tous les accidents de la circulation en France, qui vise ce qu'on appelle les véhicules terrestres à moteur. Un jour, on a dit qu'il y a eu un accident avec une tondeuse à gazon, et quelqu'un a dit moi, je suis victime d'un accident avec la tondeuse à gazon de mon voisin qui m'a foncé dessus. Je voudrais qu'on m'applique la loi de 85, qui est très généreuse pour les victimes, donc on a quand même intérêt à pouvoir obtenir son application. Et donc la question était de savoir si une tondeuse à gazon était un véhicule terrestre à moteur. C'est allé jusqu'en cassation, c'est savoureux, mais ça arrive souvent qu'on ait des questions comme ça qui arrivent, on passe des années là-dessus. Et donc la Cour de cassation a donné une réponse qui est probablement de bon sens. Elle a dit quand c'est une tondeuse sur laquelle vous pouvez monter, que vous pouvez piloter, c'est un véhicule terrestre à moteur, et donc la loi de 1985 s'applique. Mais quand c'est une tondeuse que vous poussez, eh bien non, là, ce n'est pas un véhicule terrestre à moteur, et ce n'est pas la même législation qui s'applique. Ce qui illustre bien les questions que se posent les juristes, qui s'amusent beaucoup avec ces distinctions byzantines. Eh bien ici, est-ce qu'une IA aurait trouvé cette solution? Est-ce qu'elle aurait donné un résultat cohérent? Je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, à l'époque où la question s'est posée, on n'avait rien. On n'avait rien sur les tondeuses à gazon. On n'avait pas de jurisprudence. On n'avait pas. Alors, est-ce que, et ça c'est peut-être à vous de me le dire, est-ce qu'on arriverait à programmer, je sais pas, une intelligence artificielle qui aurait trouvé la solution d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire en réfléchissant sur le mot véhicule terrestre à moteur, tondeuse à gazon, ça, je ne suis pas sûre. Et ça, c'est l'exemple type des problèmes que se posent les juristes tout le temps, parce qu'on réfléchit sur les mots et sur la portée de la règle. Donc, moi, je ne crois pas à l'hypothèse du juge robot ou à l'hypothèse de l'automatisation des décisions de justice, certainement pas pour l'instant. Je pense en revanche qu'on va complètement changer de manière de travailler. Et encore une fois, et comme je le disais en introduction, que notre rapport à la règle générale et à ce que nous envisageons comme étant le droit va totalement se modifier. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est effectivement une nouvelle culture pour nous, qui sommes habitués à un droit rationnel et à des normes très générales. Voilà. Alors, c'est pas exactement sur le thème de l'IA, mais est-ce que vous pensez, en tout cas, est-ce que vous pensez que ces développements-là,
ils vont avoir pour conséquence que les juges ils aient un peu une attitude plus, enfin, qu'ils fassent plus attention aux études scientifiques et qu'ils utilisent un peu plus de statistiques dans leur jugement, ou est-ce que, enfin, qu'ils aient un peu plus une attitude scientifique est-ce que vous pensez que ce sera le cas ou pas du tout? Juste une question, qu'est-ce que vous entendez par attitude scientifique? Enfin, si par exemple, dans un jugement où il y a tout un ensemble de circonstances où on a des études scientifiques qui montrent que probablement ça prouve culpabilité ou non culpabilité de l'accusé, et que le juge il dit ah non, moi je prends pas ça en compte parce que si par exemple c'est ce qui s'est passé dans le passé, ou des trucs comme Je ne sais pas si je vais reprendre l'expression attitude scientifique. Aujourd'hui, lorsque vous statuez en matière judiciaire, que ce soit au pénal ou au civil, vous statuez à partir de faits avérés. Et ça a toujours été le cas. On y fait très très attention. Tout ce qui relève de la preuve dans un procès, quel qu'il soit, c'est majeur, même si nous n'avons pas autant que les Américains, par exemple, une culture de l'evidence. Vous avez tous vu ces films américains où les avocats se battent sur des questions de preuve. Bon. Mais ça reste quand même quelque chose de majeur. Et c'est justement ça qui est en jeu ici, quand on nous parle des modèles statistiques et de l'affaire Loomis dont j'ai parlé. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça qu'on peut discuter du point de savoir ce que c'est qu'une attitude scientifique. C'est-à-dire que ce monsieur Loomis, il avait un dossier judiciaire. Il y avait des faits. Il avait été pris dans une sorte de fusillade en voiture. On ne l'avait pas vu directement tirer. Personne ne l'avait vu tirer, mais il se trouvait à l'endroit de la fusillade et il y avait un fusil dans sa voiture. Et vous voyez qu'au niveau des faits, bon, c'était un peu bancal, hein, mais il avait déjà un dossier judiciaire un peu chargé. Bon. Donc ça, c'était les faits avérés. Et à côté, vous aviez une machine qui l'avait profilé. Mais c'était ça son argument, qui l'avait profilé, c'est-à-dire qu'elle avait pris le profil de ce monsieur Loomis et elle avait mélangé ça avec une base de données de, je ne sais plus, 1,5 million de cas à l'échelle nationale des États-Unis, en disant, ben voilà, compte tenu de son profil, on considère que lui, il est dangereux. Alors là, justement, c'était le fond du dossier. Et c'est ce que vous diront aujourd'hui des magistrats français, par exemple. C'est quoi l'attitude scientifique? C'est de dire, on n'utilise que les faits avérés, ce qui a été vraiment prouvé, ou est-ce qu'on accorde foi à la réponse d'un algorithme qui se fonde sur du profilage? Ce n'est pas des faits avérés, c'est juste que ce monsieur Loomis, il a un profil qui match avec ce sur quoi travaille la machine. Et le débat de fond, vraiment, c'est majeur. C'est-à-dire que le débat de fond, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que le débat, il est aussi violent. Et il n'est pas fini, parce qu'on va continuer. Parce que c'est vraiment ça l'enjeu du recours à ces modèles statistiques dans le monde judiciaire. Et ça pose des questions en termes de procès équitable qui sont majeures, qui sont fondamentales. Et moi, je vous avoue que je n'ai pas la solution. Je serais plutôt pour dire, OK, pour tenir compte de ce que nous dit la machine jusqu'à un certain point. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas s'amuser à condamner des gens sans avoir derrière quelque chose dans le dossier. Et si vous voulez, ça nous renvoie à tous les problèmes du scoring. Vous connaissez certainement cet outil qui s'appelle FICO, avec lequel on va décider du point de savoir si on vous accorde un crédit ou pas. Et bien c'est à peu près la même problématique. Est-ce que toute ma vie peut être gérée par des modèles statistiques qui ne correspondent pas à des faits réels, mais plutôt à du profilage? C'est tout le fond du recours à ce type d'outil. D'accord. Merci beaucoup. Donc, bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question qui était peut-être aussi une remarque qui soulève certaines difficultés. Pour évaluer l'aspect discriminatoire ou non d'un algorithme, le cas de Compass n'a pas l'air si facile que ça à évaluer, dans le sens où si on applique une action très discriminatoire avant d'appliquer l'algorithme,
j'ai envie de dire nécessairement le résultat de l'IA sera discriminatoire aussi. C'est-à-dire, dans ces statistiques d'erreurs sur les noirs versus les blancs, mettons qu'on envoie beaucoup plus d'innocents noirs devant le juge, il me semble que forcément, naturellement, on va avoir un taux d'erreur plus important du côté des noirs. Est-ce que c'est... Donc c'est peut-être pour ces raisons que le débat a l'air compliqué. Disons que dans un monde idéal, il faudrait pouvoir appliquer l'algorithme dans une situation de départ qui n'est pas discriminatoire. Et ici, est-ce que c'est l'IA qui va rajouter la discrimination, ou est-ce que la situation de départ était peut-être même encore plus discriminatoire que la sortie de l'algorithme? Alors, très franchement, c'est l'enjeu du débat. Et là, il y a manifestement... Et alors là, encore une fois, je suis un peu en dehors de ma zone de confort, parce que ma maîtrise des statistiques reste calée, c'est-à-dire très limitée. Mais il y a beaucoup d'études qui sont très contradictoires. Alors, le problème de Compass, c'est que c'est quand même un algorithme qui, en lui-même, dans sa conception, est très discutable. Mais je voudrais vous donner un autre exemple qui me traverse l'esprit en vous écoutant, qui d'ailleurs n'est pas du tout un outil qu'on utilise en matière judiciaire, mais qui est un outil qui s'appelle HireVue. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet outil, qui est un outil qui est utilisé par un certain nombre d'entreprises américaines pour faire du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on automatise de plus en plus le recrutement, on automatise la sélection des CV, et on utilise cet algorithme au moment de l'interview, au moment de l'entretien, qui va détecter vos expressions faciales, qui va relever les mots que vous employez, et qui va formuler une recommandation. Alors ça fait froid dans le dos chez nous en France. Encore une fois, ça fait partie de ce qui a été classé à haut risque dans le proposition de règlement européen. Aux États-Unis, ça devient très très répandu. J'ai des étudiants qui ont passé des entretiens aux États-Unis avec ce type d'outil. Et une des sociétés qui a adopté cet outil pour ses recrutements, qui est Unilever, a fait une étude sur justement les résultats que donnait le recours à ce type d'algorithme pour recruter. Et il faudrait retrouver, mais en fait, la conclusion de l'étude de mémoire, c'était que paradoxalement, le recours à cet algorithme leur avait permis de faire des recrutements beaucoup plus diversifiés et qu'il y avait dans les recrues beaucoup plus de représentants des minorités ethniques que par le passé, quand le recrutement se faisait uniquement par des recruteurs humains. Donc on est dans une autre configuration où là, bien au contraire, l'algorithme a permis de régler un problème de discrimination. Donc c'est assez compliqué d'arriver à se retrouver. Je pense que dans les années qui viennent, on aura probablement plus de recul sur le recours à tous ces outils. Merci. Je crois qu'on a un petit peu dépassé, donc on va faire une petite question. Merci pour l'exposé. Donc vous avez évoqué effectivement certaines limites des algorithmes d'apprentissage qui ont des impacts dans ces applications juridiques. On vient de reparler des biais. Une autre limite qui a été beaucoup étudiée dans les années récentes dans la communauté d'apprentissage, c'est le côté manipulable de ces algorithmes. Donc le fait qu'on puisse peut-être modifier la donnée qu'on donne en entrée à un modèle de manière imperceptible pour un humain, mais qui va changer complètement la décision prise par le modèle. Dans l'exemple lexical que vous avez montré, ça paraît potentiellement assez simple d'en rajouter quelques mots de manière un petit peu intelligente pour influencer la décision. Et donc c'est un domaine évidemment où les enjeux sont très importants, donc il est sans doute assez déraisonnable de penser que tout le monde va se comporter de manière honnête. Donc je me demandais un petit peu si c'était des choses qui étaient aussi un petit peu discutées, quel problème juridique peut-être ça pouvait poser. C'est une question un peu ouverte. Non, mais c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des questions qui sont précisément en train d'être très vivement discutées et débattues dans le cadre de la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle qui a été présentée par la Commission fin avril dernier. On l'avait déjà ça dans le RGPD. Vous avez des obligations de transparence, des obligations de loyauté, des obligations d'équité qui sont proclamées dans nos textes. Avec un très très gros problème, si vous voulez, moi c'est la critique que j'aurais tendance à faire, elle est facile, mais de dire c'est magnifique, on a des magnifiques concepts, la loyauté des algorithmes, la transparence des algorithmes, et alors, donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est en train de rentrer dans des logiques d'audit, de certification, d'obliger les entreprises à présenter, à tout donner, à tout divulguer, de manière à pouvoir vérifier que justement,
les développeurs ont travaillé correctement et ont travaillé de manière loyale. Après, si vous voulez, et là où encore une fois je sors de ma zone de confort, c'est d'un point de vue plus technique, jusqu'à quel point on peut aller regarder sous le capot ce qui se passe et s'assurer qu'un certain nombre de principes ont été respectés dans la manière dont la machine, dont l'algorithme a été développé. Et ça, c'est ça qui est en train de faire débat. C'est ça qui est en train de faire débat. Et qui va aller regarder comment... voilà, et aujourd'hui, si vous voulez, on a un texte qui est extrêmement contraignant pour les entreprises européennes. Donc certains disent, attendez, voilà, aux États-Unis, en Chine, on développe, et personne ne vient nous embêter. Et vous, les Européens, vous voulez réguler à outrance, etc. Mais dans le même temps, on ne voit pas dans ce texte, par exemple, ce que certains ont appelé de leur vœu, c'est-à-dire la création d'une vraie autorité de régulation européenne qui pourrait aller regarder ce qui se passe dans les algorithmes les plus problématiques et se faire communiquer les données. Et encore une fois, on revient sur des problèmes qui sont relatifs à des enjeux industriels, avec des gens qui ne veulent pas communiquer, qui ne veulent pas développer, qui ne veulent pas diffuser tout ce qu'ils considèrent comme des choses confidentielles, c'est-à-dire la façon dont l'algorithme a été conçu et mis en œuvre. Et donc là, c'est là qu'on est en train de... Et on n'est pas sorti de ce débat. Merci. Alors, on va prendre une dernière question, mais avec une réponse peut-être un peu courte, si possible. Merci beaucoup. Parce qu'on est pas mal en retard. Oui, parce qu'il y a à peu près 70 personnes qui vous regardent via YouTube. Et donc, je vais juste vous poser une question d'une personne qui a écrit sur YouTube. Y a-t-il une certification de l'open data en dehors de Légifrance, en dehors donc, de l'open data publié par Santé publique France? Est-ce que je comprends pas bien la question, en fait? Pardon? Une certification de l'open data en dehors de Légifrance. Alors, Légifrance, c'est un site dans lequel vous allez trouver des décisions de justice qui sont mises en ligne, voilà, auxquelles vous pouvez accéder gratuitement. Donc je ne sais pas si on peut parler de certification, ce sont des décisions qui sont officielles, ce sont des décisions au nom de la République française, etc. Ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de se faire communiquer des décisions par d'autres biais? Oui, traditionnellement, vous pouvez demander à un tribunal de vous communiquer une décision, mais au coup par coup. Ça, c'est depuis le début des années 70. Tout citoyen français a le droit de se faire communiquer une décision de justice. Sauf que maintenant, dans la loi, pour éviter les abus, on a dit que ça ne devait pas être répétitif et abusif. Mais sinon, sur Légifrance, vous allez de plus en plus avoir accès aux décisions de justice. Merci. Encore merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous.